souhaitons, donc mon comité et moi, dédier ce colloque, ce 9e colloque, à une personne qui nous a quittés brutalement cet été, au mois d'août. C'était une grande dame qui avait fait beaucoup pour l'international, et bien au-delà de la Seine-et-Marne, qui fut également bien sûr une excellente ambassadrice pour la Seine-et-Marne. Certains d'entre eux peuvent le confirmer puisqu'ils l'ont côtoyée de très près. Je veux parler, vous l'avez forcément deviné, il s'agit de Nicole Bricq. Nous sommes très heureux ce soir, donc, mon comité et moi-même, de vous accueillir pour ce 9e colloque à l'INSEAD. Il faut choisir un thème. Donc ce thème, c'est celui des achats, l'approvisionnement sur les marchés étrangers. La réunion sera animée, comme vous le savez, pour les habitués, par notre grand chef d'orchestre et animateur Jacques Krakowski, ici présent. Donc on a réuni, comme d'habitude, un certain nombre de témoignages, on va dire de situations relativement simples jusqu'à des situations plus complexes, mais toutes très intéressantes. Je dirige donc une TPE, donc une petite entreprise donc, familiale, dont l'activité est une activité de négoce, de négoce en étiquette et en emballage. Donc pendant une dizaine d'années, nous avons eu un approvisionnement exclusivement sur l'Hexagone, donc en France. Et peu à peu, en fait, nous avons été contraints donc d'augmenter, donc de développer l'offre produit parce que nous avions des demandes et que nous ne pouvions pas répondre à ces demandes parce qu'il n'y avait pas d'usine en France pour répondre à ces demandes. Donc on a été obligé un petit peu de rechercher des entreprises au niveau européen, notamment dans le sud de l'Europe. Et donc, de fil en aiguille, on a sourcé et donc on a trouvé donc, un partenaire chinois. On fabrique des boutons poussoirs et des claviers d'interface machine que vous pouvez trouver dans tous les distributeurs automatiques de billets, distributeurs de pompes à essence, contrôle d'accès, et notamment tous ces petits claviers rétroéclairés en bleu sur lesquels vous appuyez quand vous passez toutes les portes cochères à Paris. Pour moi, l'industrie, c'est la capacité de fabriquer un produit à partir de diverses matières et d'intelligence de conception, de créativité et d'innovation. On a équipé notamment les 15 000 cabines téléphoniques du marché allemand en vendant à Deutsche Telekom. Donc ce produit, on peut le fabriquer dans notre usine puisqu'il nécessite un niveau de qualification et un niveau de créativité indispensable. Deuxième famille de produits, semi-adaptés. Là, on est sur des produits un peu bouton-poussoir qu'on peut retrouver sur des télécommandes de grue. Ces produits nécessitent toujours un niveau de qualité, un niveau de technologie important, mais partent d'un produit standard et donc une adaptation qui nécessite moins de créativité, en tout cas une innovation un peu plus légère. Mon usine de fabrication en France ne peut fabriquer que la première et la deuxième famille de produits, puisque cette troisième famille de produits mondiaux standardisés nécessite pas un niveau de main-d'œuvre qualifié, et si j'en vends, je ne pourrais pas absorber les coûts, moi, de ma main-d'œuvre nécessaires aux deux autres familles. Donc, je délocalise et je sous-traite une partie de la fabrication. Oui, si j'ai bien compris, vos produits sont très techniques, oui, et s'adressent évidemment à des grands donneurs d'ordre. Et le fait qu'un certain pourcentage de main-d'œuvre ou de produits venant de l'étranger ne vous pose pas de problème lors des homologations? Non, parce que ce ne sont pas ces produits-là qu'on sous-traite. La famille que l'on sous-traite est une famille de volume de produits mondiaux standardisés qui n'ont aucun apport de créativité ni technologique, mais sont simplement des produits de grande distribution. Nous allons avoir deux exercices de travaux dirigés. Et bien évidemment, sur ce sujet, nous n'échappions pas à avoir une intervention de la douane. Donc nous sommes là pour vous présenter les leviers d'optimisation pour les opérations de dédouanement. Alors, comment sécuriser ces trois notions-là? C'est très important. Eh bien, l'administration des douanes permet aux opérateurs du commerce international de sécuriser ces trois notions. Au niveau de l'espèce, c'est par le renseignement tarifaire contraignant. Au niveau de l'origine, il y a possibilité de sécuriser
par un renseignement tarifaire contraignant sur l'origine. D'accord ? Et au niveau de la valeur en douane, c'est l'avis sur la valeur en douane. C'est pareil, si vous avez des questions sur, vous n'arrivez pas à déterminer la valeur en douane du produit que vous importez parce qu'il y a des licences, il y a des tas de subtilités. Donc à ce moment-là, vous demandez à l'administration des douanes de vous aider à déterminer le contenu de la valeur en douane. Donc, je vais aborder le statut de l'opérateur économique agréé, qui est un statut très important, puisque c'est une porte d'entrée pour votre compétitivité au niveau de l'international. Donc, au 1er mai 2017, on avait 1648 opérateurs certifiés OEA en France. Ce label OEA concerne tout type d'entreprise. Ce ne sont pas uniquement les grandes entreprises qui peuvent prétendre à ce statut d'OEA. Et c'est une reconnaissance officielle de la fiabilité de la part des administrations douanières européennes, mais également au niveau des administrations douanières des pays non européens, puisqu'il y a des accords de reconnaissance qui ont été signés entre les pays européens et des grands blocs tels que le Japon, le Canada, les USA, la Chine, etc. Donc un OEA français ou européen est reconnu, a un statut reconnu comme fiable dans ces pays-là, par exemple. Il nous est paru intéressant de vous proposer le témoignage d'une grande entreprise. J'ai en fait préparé cette présentation sur la base de mon expérience sur les achats de chimie, puisqu'il y a jusqu'à quelques mois, j'avais en charge donc tous les achats de matières premières chimiques pour le groupe Hutchinson. Et je pense que ça collait tout à fait à la thématique d'aujourd'hui, qui était donc achat international et surtout garder de la compétitivité pour notre entreprise. Parce que si je dépends du secteur pneumatiquier, je dois suivre les évolutions de développement et d'innovation des pneumatiquiers. Et un point, bon c'est un peu moins cette année, mais tout à l'heure madame en a parlé, le dollar, les devises, ça aussi ça a un impact. Aujourd'hui j'achète des élastomères, tous les élastomères que l'on achète sont liés au pétrole. Moi, en tant qu'acheteur, je dois garantir à ma société d'avoir toujours le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix pour qu'on puisse être les plus compétitifs possibles sur nos marchés. Le butadiène, donc c'est un des dérivés du pétrole, aujourd'hui, il est utilisé pour un élastomère qui est très connu. Mais quand on a commencé à analyser les marchés, on s'est rendu compte qu'il y avait un seul fabricant au monde, un japonais, qui était capable de fabriquer un produit équivalent, mais à base d'une autre matière première. Quand on avait identifié ça, c'était en 2012. Donc en 2012, le prix du baril n'était pas le même, il était très élevé. Et on s'est dit, ok, peut-être qu'il faudrait qu'on investigue. D'autant plus qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la mode du gaz de schiste. Ce qui est important, c'est que quand vous fabriquez beaucoup de gaz de schiste, vous ne fabriquez pas de butadiène. Ce qui veut dire que si on fabrique moins de butadiène, ma matière première à terme, elle ne va faire que monter. Elle va être de plus en plus chère. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on garde un levier. On va développer ce produit qui est avec une autre base élastomère. Également, ça s'appelle aussi une entraide. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça arrive. Une usine, elle peut avoir à un moment donné un réacteur qui saute, elle peut avoir un problème de maintenance. Et le fait d'avoir anticipé aussi ce type de risque de rupture, on aide le fournisseur parce que plutôt que de dire « ok, on va à la concurrence », on est capable d'acheter sur une autre usine qui se situe dans un autre pays ou dans une autre zone. On a moins de risques sur le client final et ça nous permet d'avoir un benchmark prix. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Dans votre environnement économique, avec beaucoup de contraintes, où vous devez sans cesse chercher dans le monde entier vos sources d'approvisionnement, est-il possible que, vu les contraintes environnementales que nous subissons et que nous allons continuer à subir, la réflexion est-elle possible de voir comment vous pourriez recycler vos produits pour avoir moins besoin d'aller chercher à la source, et comme ça fait baisser le cours des matières premières aussi. Alors ça, ce sont déjà des solutions qu'on a investiguées depuis plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en tant que fabricant de caoutchouc, ça va faire maintenant à peu près 15 ans que nous regardons et nous recyclons déjà certains de nos mélanges pour nos propres utilisations. Cela nous permet du coup de consommer moins de matières premières en direct, vous avez raison. Nous regardons également les possibilités d'utiliser des produits recyclés, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises en Europe qui rachètent différents élastomères et qui les recyclent. Mais aujourd'hui, de par les exigences techniques que nous avons,
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut switcher 100%, 100%. Je voudrais, au nom du comité, bien entendu, remercier très vivement Éric Ponsonnet, le directeur donc, général de l'INSEAD, qui nous a fait l'effort de venir, d'être là, donc, présent parmi nous, parce qu'il arrive à peine d'Abu Dhabi. Donc c'était vraiment une course un peu contre la montre, mais il est là. Donc vraiment merci pour de nous accueillir depuis 9 ans. Madame le Premier ministre, si vous voulez bien nous dire quelques mots, je crois, qui va nous parler un petit peu, donc justement, du thème. Quand on a une politique d'achat dans un pays, on a en même temps des liens avec ce pays. C'est-à-dire qu'on a des connexions, on connaît les gens. Et connaître les gens personnellement aide énormément pour faire des affaires et pour vendre et pour avoir toutes sortes de relations. Mais très souvent, les entreprises françaises n'ont pas cet investissement personnel dans la relation avec l'étranger. Et on observe ça, par exemple, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Les Italiens, par exemple, font ça très bien. C'est-à-dire que, par exemple, un représentant d'une entreprise française se trouve à l'étranger, il va rentrer à Paris pour le week-end. Que l'Italien, il va rester sur place. Il va nouer des relations personnelles. Vous savez, Napoléon disait « Que veut l'ennemi ?» C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir les meilleures armes du monde, mais si vous ne savez pas ce que l'ennemi, c'est pas un ennemi, ça peut être un partenaire, ça peut être un client, enfin l'autre, ce qu'il a dans la tête, eh bien, vous risquez pas de faire des affaires. Pouvez-vous nous parler vous avez créé une fondation, l'école de la deuxième chance. 3000 jeunes en 10 ans ont réussi en Seine-et-Marne à quitter le décrochage. Donc, quand j'étais à Bruxelles, j'ai fait une cellule de travail pour voir comment on pouvait lutter contre le décrochage dans l'ensemble des pays européens. On a donc aujourd'hui 15 000 jeunes par an, un peu plus de 15 000 jeunes par an. On n'enseigne pas une matière, on enseigne à une personne. C'est ça le principe. Et chaque personne est différente. On vient d'avoir un rapport de la Cour des comptes qui dit que nous sommes le meilleur système qui existe pour rattraper les jeunes qui ont décroché. Le meilleur en termes d'investissement-résultat. Eh bien, Madame le Premier ministre, merci pour ces propos. Et en particulier, j'étais en train de me dire que finalement, l'école de la deuxième chance, évidemment, est un petit peu loin du sujet dont on traite aujourd'hui, mais l'entreprise, elle est au cœur du monde. C'est important de maîtriser son transport parce que vous avez une vision claire sur votre production, dans le cadre d'une production, ou sur une livraison, une livraison chez vos clients. À droite, ça va donner ça. Au milieu, ça va donner ça. Et à gauche, ça va donner ça. Les incoterms. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc affreux? C'est la règle indispensable et incontournable pour maîtriser son coût de revient. Ça détermine clairement qui paye quoi et qui est responsable de quoi entre un vendeur et un acheteur sur la chaîne du transport. C'est clair, c'est précis, c'est net. Voilà, il faut également vérifier que les postes de facturation des commissionnaires de transport soient en adéquation avec votre incoterm. Alors, l'aérien. Donc, le transport aérien, c'est surtout pour des marchandises qui sont peu lourdes et peu volumineuses, ou alors il y a une valeur ajoutée suffisante. Si votre prix d'achat est assez important, vous pouvez utiliser l'aérien. Et c'est également pour une commande qui est urgente ou un besoin urgent. Il faut faire attention au peak season au départ d'Asie, parce que là, les prix augmentent toutes les semaines et l'espace dans les avions se restreint. Alors, le maritime est intéressant à partir de 1 tonne ou 1 mètre cube. Pourquoi? Parce que c'est le minimum de taxation en groupage maritime. Donc, en dessous, vous allez être taxé sur le minimum. Donc, ça devient plus intéressant. Et surtout, vous allez avoir un risque de casse de votre marchandise. Puisque le groupage maritime, c'est un container dans lequel on met plusieurs marchandises, pas uniquement la vôtre. Et pour finir, le petit dernier, le transport routier international. Donc, il est utilisable pour le continent européen. Également pour les pays européens, mais également en provenance de pays plus lointains, comme le Maroc, la Turquie et l'Iran. On va en Iran en camion. Au niveau prix d'achat, c'est plus intéressant. La tarification est assez souple parce qu'il y a une voire 2 lignes de facturation et que c'est acceptable pour toute typologie de marchandises. Philippe Hérault a en quelque sorte, créer son propre outsourcing.
Quand on est en délégation ministérielle, on voit le patron. Même taille de boîte, mais on voit le patron. Et là, je vois le patron de Veolia en Chine, qui me commandait depuis quelques années du matériel. J'avais livré de Chengdu, j'avais livré du Pékin, j'avais livré Shanghai, la plus grosse station de traitement d'eau de Shanghai, c'est moi qui l'avais livré. Donc je vois le patron et je lui dis, expliquez-moi un truc là. Je suis une toute petite boîte lyonnaise, vous m'achetez du matériel, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé ici. Donc là, il y a deux hypothèses. Je rentre et il y a deux hypothèses. On se dit, bon, ben, pourvu que ça dure, qu'ils ne trouvent pas, donc on reste comme ça, les deux pieds dans le même sabot. Puis... Ou alors on se dit, ben, l'autre hypothèse, ça serait que ce soit moi, son fournisseur local. Et donc je suis allé m'installer à Pékin. Nous étions 32 dans l'entreprise, donc c'était un challenge complètement fou. J'ai ouvert une usine à Pékin. Vous m'avez dit l'autre fois, vous n'avez pas trouvé. Moi, je vous ai trouvé un fournisseur là. Et donc, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a dit, bingo, je vous suis. Bon, avec les grands groupes, l'inconvénient, c'est la rotation des personnes. Donc, il m'a suivi 2 ans. Puis le suivant, c'était un acheteur qui voulait absolument être un acheteur international, même basé à Pékin. Donc, acheter français, c'est pas faire des achats internationaux. Et mon usine chinoise vient en complément de mon usine lyonnaise pour fournir en fonction exactement de l'attente du client. Par exemple, il n'y a pas de taxe douanière entre la Chine et les Philippines. Mon client gagne 17%. 17% de taxe douanière. Donc, je suis compétitif. Malheureusement, j'ai des fournitures en Chine qui sont plus chères qu'en France. Donc, c'est limite. Donc, j'articule, j'ajuste en fonction de tous ces éléments sur les commandes que je prends. Donc, je me fournis en fonction du marché. Quand je vais en Iran, par exemple, il est hors de question de fournir depuis la Chine. Les Iraniens ne peuvent plus voir la Chine. Donc je choisis en fonction des marchés et j'alimente mon client en fonction de son besoin, de sa demande. Ce n'est pas tout à fait la même production en France et en Chine. Sur des produits équivalents que je sais faire en Chine, ils sont de la même qualité. En revanche, en France, je fais des produits beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus complexes. Mais sur un grand nombre de matériel, je ne fais que du sur-mesure. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, je ne fais que du sur-mesure. Et j'ai une devise depuis très longtemps. Et c'est que celui qui sort s'en sort. Donc, on a aussi une autre devise à Lyon, c'est « Allez vous faire voir ailleurs ». C'est-à-dire, faites de l'export, déplacez-vous et allez voir vos clients et vos fournisseurs. Mais vous ne partez pas parce que, comme chaque année, nous profitons de cette manifestation pour remettre les certificats à nos lauréats, aux étudiants que nous avons distingués comme étant les futures forces vives à l'international de vos entreprises. Et ce certificat, donc on appelle certificat de capacité aux techniques de l'international, vise à récompenser un effort supplémentaire et je dirais une manière de voir pour nous comment les étudiants en commerce international ont pu intégrer un certain nombre de notions dans la pratique. Bien, je crois que c'est maintenant l'heure d'échanger. Donc, il y a quelques mètres à faire. Donc, et puis, on se retrouve tous ensemble tout à l'heure pour notre cocktail. Merci. Alors, cet événement pour nous est relativement important parce que c'est un petit peu le départ de notre année, entre guillemets, du comité. Il est fait tous les ans donc pour effectivement nous faire connaître davantage. Et le but, c'est bien entendu d'essayer de faire venir le maximum d'entreprises de tout secteur d'activité. Mais ils viennent aussi parce qu'ils savent qu'à la clé, ils vont pouvoir échanger donc, avec quasiment tout le réseau. Donc on est là essentiellement pour ça. Et on est des facilitateurs. Voilà, s'il fallait conclure par un mot simple, nous sommes des facilitateurs donc, pour les chefs d'entreprise. J'ai découvert que en fait, notre approche de petite entreprise, en fait, elle pouvait être en fait, également à l'échelle de plus grosses entreprises et j'ai trouvé ça très intéressant et les témoignages des uns et des autres, voilà, j'ai trouvé que ça allait dans le sens où on veut faire avancer les choses et voilà, on veut développer les bonnes relations, le business et tout ce qui va avec. On cherche toujours à fédérer. Donc cette conférence annuelle par les CCEF est toujours une réussite et d'y être associé, comme a dit son président Charles Brun,
c'est unique dans notre département. Pour moi, ces conférences sont intéressantes à plusieurs titres. Échange, bien évidemment, impact sur des futures décisions, les conférenciers sont intéressants. Pour moi, le CCEF représente toute la force créative qu'on a en France, de pouvoir exporter nos produits au-delà du message qu'on peut entendre journalier, de parler des Allemands, des Américains, des Chinois. On ne parle pas assez de la force, nous, dans notre pays, et cette conférence est là justement pour parler de toute cette capacité qu'on a en France.